Construire un tas de compost est un art. C'est un art autant qu'une science, bien qu'il soit difficile d'être trop scientifique à ce sujet et quantitatif, car les matériaux que l'on ajoute varient tout le temps. Aucun jardin n'est identique. Donc, les matériaux que vous aurez ne seront pas les mêmes que ceux que j'ajoute ici. Ils seront peut-être largement similaires, mais toujours avec de subtiles différences, alors ne vous inquiétez pas trop d'être précis. Ce que je veux vous montrer ici, c'est comment je le fais et en utilisant cela pour illustrer les principes généraux, par exemple le mélange de vert et de brun, qui aide vraiment si vous pouvez l'obtenir à peu près. Disons moitié vert, moitié brun. Mais qu'est-ce qui est vert? Qu'est-ce qui est brun? Alors je mentionnerai cela avec chaque matériau que j'ajoute, qu'il soit vert ou brun, et je vais juste préfacer cela par... parfois dans les livres et les discours, on parle d'équilibre carbone-azote, ce qui peut prêter à confusion car la proportion donnée est de 32 parties de carbone pour une partie d'azote. Et c'est comme, d'accord, c'est à peu près la même chose. J'estime 60% de vert à 40% de brun. Et une grande différence entre ces deux ratios. Et c'est parce que beaucoup de matériaux verts, ce que j'appelle verts, ont en fait pas mal de brun dedans. Vous savez, très peu de choses sont purement vertes et très peu de choses sont purement brunes. Et c'est là que ça revient à être, vous devez un peu évaluer grossièrement et juste avoir une idée de l'équilibre. Enfin, vous pouvez évaluer la qualité de votre travail en fonction du résultat final. Si vous ajoutez beaucoup de vert, comme par exemple c'est de l'herbe que je viens de tondre, y compris des brins d'herbe assez longs et des orties et des choses comme ça, c'est principalement vert. Mais dans cette herbe, il y a, vous voyez, c'est comme un peu de vieille herbe qui est passée par la tondeuse et qui tend à devenir un peu brune parce qu'elle a plus de tiges, elle est assez dure et coriace. Donc, dans ce matériau largement vert, il y a aussi un peu de brun. Je veux dire, j'estimerais que c'est 3/4 de vert, 1/4 de brun, juste pour l'argument. Et puis sur le dessus ici, ce sont des pois que j'ai hachés avec une bêche. Voici quelques pois que j'ai nettoyés d'un lit ce matin. Ils viennent de finir. Et c'est intéressant de voir à quel point les feuilles deviennent moisies, ce qui est typique des vieilles feuilles. C'est bien de le mettre sur un tas de compost. On me demande souvent si on peut mettre des plantes malades dans un compost. Pour moi, la réponse est un oui sans réserve. Oui, c'est un tas de magie et d'alchimie ici. Il se passe plus que de la science dans un tas de compost, à mon avis. Vous savez, c'est juste fantastique la transformation qui se produit. Et je n'ai pas remarqué de problème avec les maladies qui se transmettent par le processus de compostage. J'avais par exemple du matériel atteint de mildiou comme des pommes de terre et des tomates. J'avais de la rouille sur les feuilles d'ail. Tout va ici. Et en fait, juste à ce sujet, laissez-moi mentionner, vous savez, l'une des deux choses qui suscite des inquiétudes, c'est une myosotis en semis que je viens de retirer pour vous montrer. Mais le point étant, il y a beaucoup de graines viables là-dessus, et c'est un exemple de quelque chose qui bénéficiera de la chaleur. Tout le reste que je mentionne, votre chaleur peut tuer ces maladies sans devenir chaude. Ce ne sont pas des choses magiques qui peuvent survivre éternellement aux maladies. Ils ont besoin d'un hôte vivant. Juste dans le cas du mildiou, s'ils n'ont pas de tissu vivant, les spores du mildiou meurent. Donc ils meurent dans le compost et le sol. Donc vous n'avez pas à vous en soucier. Mais avec les graines, je les mettrai plutôt au milieu d'un tas où il y a probablement le plus de chaleur. Et oui, il y a un chardon qui sème, un chardon rampant. Je le manipule assez soigneusement. Et c'est bien maintenant, mais dans une semaine ou peut-être 10 jours, cela pourrait être ensemencé. Nous sommes dans la deuxième semaine de juillet, le moment classique où les chardons développent des graines. Donc ça va là-dedans, et puis l'ortie, donc l'ortie urticante, qui produit également des graines à cette époque de l'année. Une tige de métal comme celle-ci peut produire de nombreuses graines. Mais encore une fois, je suis très heureux de le mettre dedans. Je vais parler plus en détail de la chaleur dans un instant. Et puis ceci est autre chose qui est souvent mal perçu, les feuilles de rhubarbe. Oui, vous pouvez les composter. Franchement, je ne vois pas pourquoi s'en priver. Je ne sais pas comment toutes ces sortes de, je les appellerais vraiment des mythes ou des malentendus se développent. Répétés à maintes reprises, ils intègrent la croyance générale. Alors regardons, si je dévisse mon devant,
Ce que je veux vous montrer est comment nous construisons en couches. Pourquoi construire en couches? Et la réponse est pour obtenir une répartition uniforme. Donc, c'est de l'herbe que nous avons tondue hier, et elle n'est en fait pas trop visible sur le bord, mais nous l'avons recouverte de matière brune, qui est de la terre, et j'ai en fait de l'herbe de Miscanthus. C'est comme de la paille. C'est une herbe vivace qui est combinée par les agriculteurs, et ils la vendent, et c'est un matériau brun. C'est essentiellement une tige sèche. Vous pouvez voir des déchets végétaux comme il y a une tige et une tige carbonisée. Et il y a encore plus de poids de quand nous déblayons avant. Et le brun n'est en fait pas aussi visible que j'espérais. Mais c'est un exemple de brun, donc des choses racinaires, et un peu de terre. Et en général, bien que cela semble assez vert, il y a de nombreuses tiges visibles ici. C'est comme une tige de pois. C'est là que vous allez vers certains des verts qui ont pas mal de brun. Particulièrement maintenant que nous passons de l'été à l'automne, le printemps est le sommet de la saison verte, l'été est un peu plus équilibré entre le vert et le brun, puis l'automne est plus brun et l'hiver est très brun, donc vous avez différentes saisons, vous avez différents matériaux. Je me demande comment je peux remettre celui-ci dedans, cela pourrait être intéressant car il en sort pour le remettre dedans. Vous pouvez voir que c'est genre, pourquoi avoir un tas du tout? Pourquoi ne pas faire du compost en plein air? Et la réponse est un tas retiendra le matériel, le rendra plus ordonné, il retiendra la chaleur et vous remarquerez comment j'ai des côtés solides ici. On dit souvent que les feuilles de compost devraient avoir des côtés à lattes pour permettre un certain passage de l'air. L'air est un ingrédient vital dans la fabrication du compost parce que c'est ce que les bactéries respirent pour vivre et se multiplier et elles font beaucoup de décomposition et c'est elles qui apportent la chaleur. Ceci est le verre qui va produire beaucoup de chaleur. Donc si je mets ça, de l'herbe dessus. Donc je regarde la raison de la superposition et de faire en sorte que vous l'ayez. Vous pouvez plus facilement répartir le vert et le brun et simplement l'ajouter uniformément. Donc vous savez que ce n'est jamais parfait, mais c'est la couche de vert. Et maintenant nous avons du brun. Croyez-le ou non, c'est du copeau de bois qui a presque 1 an. Et je passe la tondeuse dessus. La tondeuse est un outil très utile pour hacher des choses. Plus vous obtenez des choses fines, en les ajoutant à un tas, ils se décomposeront plus rapidement. Et parce que ce bois a déjà 10 mois, il va se décomposer plus rapidement dans le tas de compost et se transformer en compost tout à fait fini. Mais je ne suis pas inquiet si j'obtiens des petits morceaux de bois dans mon compost. Le compost peut être, oui, vous pouvez voir que cela ressemble presque déjà à du compost. Ce qui est bien, c'est vraiment très marron, vous savez. Il y a peu de verre dans cet ajout. Et c'est là que c'est très bien. Vous pouvez avoir un stock de brun pendant le printemps et l'été parce qu'il y a beaucoup de matériaux verts disponibles. Voici un autre brun qui est le sol. Pourquoi le sol est-il brun? Eh bien, c'est juste inerte. Une autre définition du verre est l'azote. Donc c'est à action rapide, comme le fumier frais est vert, environ 3% d'azote, tout comme notre marque de café principalement. Et donc ce sont des sortes d'activateurs, et l'urine est verte, mais
Un tas de terre ne deviendra pas chaud. Vous savez que c'est une définition du verre que vous mettez dans un tas et il deviendra chaud. La terre ne fait pas ça et c'est juste un peu de terre de ménagère que j'avais en trop. Donc c'est un excellent brin à ajouter pas en grande quantité. Si vous mettez trop de terre et vous obtiendrez beaucoup de terre à nouveau, elle ne se décompose vraiment pas en quelque chose de nouveau. J'ai trouvé certains de ces matériaux, principalement verts, pour vous montrer. Parce que, encore une fois, on me pose beaucoup de questions à ce sujet. Je m'attends à ce que certains d'entre vous sachent que c'est une racine de liseron qui se développe. Ensuite, on me demande, d'accord, c'est très bien pour toi, Charles, parce que tu as un gros tas et il fait chaud, je ne mettrai pas mes racines de liseron dessus parce que mon tas n'est pas comme ça. J'accepte totalement ce point, mais d'après mon expérience, j'ai aussi fait de petits tas. Et ces racines, vous savez, elles ne sont pas indestructibles. On leur en accorde trop. Ils semblent invincibles, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas comme des hydres qui surgiront simplement du compost. Une racine comme celle-ci a une quantité d'énergie limitée. Donc si vous pouvez le garder, même sur le bord de ce tas, si je le mets là, pas si chaud, si vous pouvez garder la lumière éteinte pendant qu'il essaiera de pousser. Il essaiera soit de pousser, soit il fera trop chaud et mourra de cela. Il utilise toute son énergie en essayant de pousser et finit par se flétrir. Donc je peux vous assurer que tant que vous ne mettez pas simplement beaucoup sur le tas et les laissez pousser, en gros, ce qu'il ferait si vous ne les couvriez pas, mais je mets ici du liseron des champs, par exemple, de belles racines de chien-dent, et en fait, vous savez, de très bons ajouts pour un tas. Il y a du bon dans ceci. Donc ça continue. Il y a des morceaux de lierre, plus de liseron, des champs. Tout est prêt à partir. Un chardon rampant. En fait, il y avait un beau chardon rampant ici avec lui. C'est un chardon rampant pérenne avec sa racine. Je mettrais volontiers toute cette racine. Tout est bon. Voici un peu du miscanthus dont je parlais. Donc c'est de l'ancienne herbe sèche d'une ferme. Ce que j'ai là est en fait un assez bon vert et brun jusqu'à présent. Mais je vais mettre ça, qui est en fait à la fois. Donc un broyeur est un outil utile si vous avez un grand jardin. Je dirais que pour probablement la plupart des parcelles, et les parcelles reçoivent souvent des copeaux de bois, donc vous êtes bien. C'est surtout utile si vous avez des déchets ligneux à composter. Un broyeur ouvre la possibilité d'y mettre des arbustes et des tiges. Et le bois vert est le meilleur bois tendre, pas trop sec, mais il le fera, c'était du bois assez sec en fait. Et vous pouvez voir comment il l'a décomposé en morceaux tout en le coupant. Et c'est très bien parce que cela expose plus de surface aux bactéries pour se décomposer. Donc c'est en fait un mélange assez 50-50 de vert et de brun. Mais les morceaux de bois là-dedans sont excellents pour retenir un peu d'air dans le tas. C'est donc un autre aspect de ce brin comparé au sol qui ne retiendra pas vraiment l'air autant, mais le matériau brun, le matériau ligneux, est très bon pour ça. Et vous pouvez voir que mes hanches sont assez larges. C'est en fait environ 1,50 m carré, soit environ 5 pieds carrés. Et j'ai fait cette taille parce que j'évalue les ménagères, qui est une zone de 3000 m², soit 3/4 d'acre. Les légumes, ce ne représentent qu'un tiers de cela, mais il y a pas mal de bords herbeux et boisés. Donc en fonction de la quantité de matériel que j'ai, je veux faire environ 5 tas par an et ça marche plutôt bien. Vous voulez équilibrer la taille de votre tas de compost en fonction de la surface que vous avez. Et puis pour beaucoup d'entre vous, vous n'aurez pas assez de surface ou de matériaux pour faire beaucoup de compost. C'est un peu comme l'argument de savoir combien il est facile d'être autonome en légumes. Vous savez combien il est facile d'être autonome en faisant votre propre compost. En fait, c'est vraiment assez difficile, à moins que vous ne deveniez très bon pour récupérer. Demandez à vos voisins pendant le confinement ici. Notre lieu de recyclage local était fermé et un ou deux de mes voisins continuaient à apporter des brouettes de leur taille de jardin, soit des choses que nous pourrions déchiqueter ou de l'herbe tondue ou quoi que ce soit. Et oui, j'étais ravi et ils étaient heureux. Alors faites savoir que vous êtes prêts à recevoir n'importe quoi. Vous serez peut-être surpris. Des cafés pour le marque de café, peu importe ce que cela pourrait être. Puis la question de la température. Vous pouvez acheter des thermomètres à compost.
c'est ce qu'on les appelle pour environ 10 livres. Et ne vous inquiétez pas si votre chaleur ne devient pas chaude. Vous pouvez faire un bon compost sans que la chaleur ne devienne chaude, mais si elle le devient, cela se produira simplement plus rapidement. En cette période de transition du printemps et de l'été vers le début de l'automne, la verdure est généralement suffisante pour qu'il fasse chaud, si vous en avez assez. Si vous n'avez pas beaucoup de volume, je crains que cela ne se reproduise pas. C'est là que la récupération est avoir suffisamment de matériel de base est ce qui est nécessaire pour la chaleur. Mais si vous ne le faites pas, votre chaleur se consumera lentement et agréablement, comme un tas de feuilles en décomposition. Vous savez, souvent ça ne chauffe pas beaucoup. Les vieilles feuilles d'arbres sont mises en tas à la fin de l'automne et se transformeront progressivement en compost. Tout finit par devenir du compost, vous savez. Ma définition du compost est imparfaite. C'est juste du matériel décomposé. C'est tout bon pour aller sur le sol pour nourrir la vie du sol. C'est ce que je recherche. Pas parfait, mais oui, la chaleur. Celui-ci est presque embarrassant de chaleur. Je vois qu'il fait un peu plus de 70 degrés Celsius là-bas, ce qui est plus de 160 degrés Fahrenheit. C'est un peu plus que ce que les livres recommandent. Parce que quand ça devient aussi chaud, on perd un peu de la qualité fongique. Les mycéliums de champignons n'aiment pas trop la chaleur. C'est plutôt une décomposition bactérienne à cette température. Ce que je constate, c'est que cette chaleur ne dure pas longtemps. Mettre du nouveau matériel vert provoque une bouffée de chaleur. Ensuite, si je n'ajoutais rien là pendant une semaine, disons, cela chuterait à 60, 65, et c'est une bonne chaleur. Je trouve que les champignons survivent effectivement. Ce processus que je fais de toute façon, parce que quand nous venons pour retourner le tas, nous le retournons juste une fois. Nous trouvons beaucoup de fils blancs et ça sent bon. Donc c'est encourageant, vous savez que ce sont toutes des choses qui vous disent si vous le faites de la meilleure façon. Et donc c'est utile, juste pour garder un œil dessus vraiment. Et arrosage. Je suis aussi gentil à ce sujet aussi parce que certaines personnes disent que vous devriez toujours arroser votre compostage. Arroser tous les ingrédients avant d'ajouter. Et ce conseil a besoin de qualification. Ce n'est pas un mauvais conseil, mais il ne s'applique pas, je dirais qu'il ne s'applique pas à ce que j'ai ajouté ici devant la caméra cet après-midi. Pour moi, tout ce matériel a suffisamment d'humidité pour qu'il se décompose comme l'herbe. Cette humidité là-dedans, c'est assez humide, ou plutôt je devrais dire, ce n'est pas physiquement mouillé. Son humidité sortira et maintiendra le tas de compost à un bon degré d'humidité, suffisamment d'humidité. Un excès d'humidité déplace l'air. Donc nous revenons à l'oxygène. Et c'est pourquoi trop arroser n'est pas bon. Nous arrosons ici généralement seulement en temps très sec, comme nous avons eu un mois de mai très sec cette année et j'arrosais les tas. S'il n'y avait pas assez de matière verte, fraîche, c'est là que vous devez arroser, mais ne supposez pas que vous devez arroser. Et en fait, j'ai le toit ici, car notre climat peut être assez humide. Et encore une fois, cela signifie trop d'humidité, déplaçant l'air. Et depuis que j'ai le toit, qui est là depuis 3 ans maintenant, la qualité de mon compost a beaucoup augmenté. Je suis vraiment content de ça. Je vous montrerai le résultat dans une minute. Je veux juste parler de la fin. Donc voilà, j'ai mis les dates ici. Nous avons débuté celui-ci le 11 juin. Aujourd'hui, c'est en fait le 11 juillet. Cela fait exactement 1 mois, 30 jours que nous avons commencé. Je pense normalement environ 6 semaines. Donc, mais vous savez, ce n'est pas gravé dans la pierre. Voici des chiffres généraux pour vous faire une idée. Votre jardin sera différent. Il y a une règle de base. Je prévois de le construire et de le construire jusqu'à environ la hauteur des épaules. Et généralement, c'est suffisant. Mais quand vous le construisez, il a déjà atteint ce niveau à plusieurs reprises, puis continue de s'enfoncer. Nous le reconstruirons, mais il continuera de s'enfoncer. Et vous montez et descendez, montez et descendez, montez et descendez. Il arrive un moment où vous êtes ici et ça s'enfonce lentement. Je prendrai la décision à ce moment-là, ça suffit. Parce que ça va alors couler. Derrière moi, ici, c'est de la chaleur. Là où se trouve ma main, c'est le niveau. Lorsque nous avons terminé, il était là-haut. Nous avons terminé ce tas il y a exactement 1 mois. Il fait toujours assez chaud, en fait. La température indique encore 55 degrés sur celui-ci, 1 mois après l'ajout de son dernier matériau.
Et ce que nous faisons, c'est que nous le tournons ensuite vers la baie vide à droite, juste une fois. Selon moi, vous pouvez ignorer les conseils sur la rotation fréquente. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous savez, les gens parlent de faire du compost, mais à chaque retournement, ils perdent du carbone. Eh bien, exactement. Alors ne le faites pas très souvent. Et je trouve qu'un seul tour vaut vraiment la peine, car c'est une occasion de remixer et d'obtenir un résultat beaucoup plus uniforme, ce qui vous fera gagner du temps lorsque vous viendrez à l'étaler. Vous avez alors un beau matériau, qui est en fait ici par exemple. C'est du compost que nous avons terminé. Il a été retourné ici le 11 octobre de l'année dernière. Et il avait été fait dans le tas à gauche de celui-ci, comme vous le voyez pendant septembre et début octobre. Non, désolé, en fait pendant août. Oui, c'est exact. Cela a débuté le 3 août et s'est achevé le 20 septembre. Donc c'était un tas de fin d'été. Et puis le 11 octobre, nous retirons le côté et le transformons en tas suivant. Et donc ça a été là depuis le 11 octobre. Nous sommes maintenant le 11 juillet et il a été principalement fabriqué en août. Donc il a 10 ou 11 mois et voici à quoi il ressemble. Je vais en fait renverser ce seau pour que vous puissiez voir la consistance de ce qu'il y a dedans et comment, vous savez, il y a des grumeaux et des morceaux de brindilles et de bois. C'est bien de le mettre au sol. C'est même bien parce que c'est la décomposition du fumier à la surface qui nourrit les mycéliums dans le sol. Donc je ne tamise pas ça, ça va aller exactement comme vous le voyez sortir de ce seau-là. Et il y a de belles choses là-dedans et il y a des morceaux assez gros, tout va bien. Et donc voilà un petit résumé de la fabrication de compost. Et lancez-vous, faites-en autant que vous pouvez. Que vous puissiez en faire assez pour nourrir toute votre zone de culture et vos parterres de fleurs, le compost est bon pour les fleurs aussi. C'est à voir, j'en doute. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, vous devez avoir dans votre manche que vous pouvez acheter du compost, mais cela dépend de ce que vous faites. Je suis ici, je produis entre 5 et 6 tonnes par an. Comme mon jardin est actuellement, j'utilise moins qu'auparavant. Je vais peut-être utiliser environ 8 tonnes cet hiver. Donc je n'aurai pas besoin de beaucoup plus que ce que je produis, mais j'apporte pas mal de matériaux pour faire ça, et c'est tout bon.